c'est l'introduction également d'une nouvelle séquence avec des mots-clés dont je me propose de les revisiter rapidement et puis de les interroger un petit peu avant d'en arriver effectivement à une introduction qui va caler des enjeux d'aménagement et d'urbanisme principalement, et puis qui vont convoquer des architectes urbanistes nanto-compatibles, nantophiles, ou en tout cas qui vont être amenés, qui sont intervenus et qui vont être amenés à intervenir encore sur la place nantaise. Alors le point de départ finalement ça a été pour moi d'interroger et d'être un peu perplexe sur les termes qui avaient été retenus sur cette quatrième séquence. Alors la raison c'est que finalement il me semble que par rapport aux trois premières séquences, on avait des intitulés assez concrets, assez factuels et qui désignaient assez clairement les enjeux, et que pour cette dernière, on a des termes qui peuvent être vus comme des termes valises entre guillemets. Alors d'où l'enjeu d'y revenir un tout petit peu. Ça, je crois que le programme vous l'avez en tête, donc c'est bon. D'y revenir un petit peu, et puis vous verrez, ça aura peut-être quelques conséquences sur la manière d'envisager la question du rapport de la centralité à la Loire, et en particulier à Nantes. Alors, j'ai envie de dire que la thématique de l'attractivité, elle est quelque peu éculée depuis une vingtaine d'années, très utilisée dans le cadre de ce qui a structuré le marketing territorial, le marketing urbain, plus ou moins connecté aux enjeux de développement économique, aux enjeux de développement urbain. Et évidemment, rares sont les villes qui ne souhaiteraient pas être attractives, qui revendiqueraient la stagnation, voire le déclin. L'attraction, en revanche, ça va plutôt être un concept géographique bien plus ancien, bien plus connu, finalement, il désigne toujours la question de l'influence d'un espace sur d'autres, sur des réalités sociales, qui va consister à orienter et à faire venir, d'où l'idée évidemment que l'attractivité, elle s'adresse d'abord à des gens qui ne sont pas sur la place et qui seraient susceptibles d'y venir. Alors il me semble que si le terme est maintenu, attractivité, ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse qualifier des cibles, qualifier des priorités. Et c'est vrai que si je parlais du marketing territorial tout à l'heure, c'était peut-être pour, on le sait, voir que la sémiologie du marketing est souvent très instructive à cet égard. Donc qualifier des cibles, qualifier des priorités, et puis aussi des échelles de pertinence. Et à cet égard, puisqu'il sera question de cette échelle métropolitaine tout à l'heure, c'est vrai qu'une appellation comme le pôle métropolitain Loire-Bretagne était à cet égard plus troublant qu'éclairant, dans la mesure où c'est plutôt une plateforme de coopération entre les métropoles de Nantes, Angers, Le Mans, Brest, plus que l'idée de rejoindre intuitivement ce que c'est qu'une métropole. La thématique de la qualité urbaine, c'est un peu pareil, je dirais que c'est une notion flottante. Nous sommes tous pour la qualité urbaine, mais qu'entend-on par là? Alors il me semble que se joue beaucoup derrière cette question, celle de l'intensité. Manière de décaler, c'est vrai, un petit peu les débats sur la densité urbaine aujourd'hui, c'est vrai. Sans lâcher quand même cette idée que l'enjeu du rassemblement des hommes et des marchandises dans un espace délimité, il relève tout de même d'un pari, d'une promesse, et puis que certains font des choix qui ne vont pas dans ce sens. Donc l'intensité, je dirais que c'est déjà peut-être un terme plus précis, et qui permet de pointer le caractère que j'ai trouvé étrange de l'un de ces calicots que nous avons vus, je pense aux Nantais, qui promeuvent cet enjeu du débat. Alors on ne le voit pas ici, je ne l'ai pas mis assez grand, mais on a tous vu l'histoire du ski nautique sur la Loire, le pont transborder, etc. Et puis il y en a une autre qui m'a beaucoup interrogé, alors je vous la lis parce qu'on n'est pas assez proche, une balade en pleine nature sur le quai de la Fosse. Alors c'est vrai que les degrés d'utopie des autres projets ils sont relatifs, ils sont plus ou moins avérés d'ailleurs, hein, du ski nautique on en voit déjà sur la Loire à certaines périodes et en certains endroits. Mais alors la balade en pleine nature sur le quai de la Fosse, je me suis dit que d'une certaine mesure c'était un petit peu un contresens. Ce quai de la Fosse il est urbain. Il faut probablement renforcer son urbanité, le contraste avec la rive sud, et non pas le gommer, le verdir, comme on pourrait dire que la plupart des plans d'aménagement aujourd'hui le signalent. Ou alors il faut assumer l'idée qu'il faudrait tourner le dos au quai de la Fosse, dont on peut se rappeler, j'y reviendrai très vite tout à l'heure, qu'il y a 40 ans, le quai de la Fosse, il était le support d'utopies autoroutières qui ferait pâlir aujourd'hui les autoroutes urbaines qui ont été réalisées sur la zone portuaire de Marseille.
Voilà, alors voilà en guise de préalable, il faut souvent aiguiser les mots, considérer, je dirais, la forge dans laquelle ils peuvent trouver leur pertinence, et non pas les rendre interchangeables. Et je dirais que quand l'antonyme fait rire, c'est que le titre n'est pas assez spécifique. Alors l'antonyme ici, ce serait la Loire, espace périphérique en déclin et négligé. Alors on peut penser que c'était son statut à la fin des années 1980, mais en tout cas voilà, cet enjeu peut-être qu'on puisse, à l'issue des prochaines auditions aussi, être plus spécifique dans les enjeux de cette dernière séquence. Mon point de départ, ce serait volontiers cette idée que la Loire, pour ce qui concerne le débat métropolitain, qui est celui-ci, la Loire est un phénomène urbain, interne à la société métropolitaine. Et ça, cette idée, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure dans les questions. 2 points que j'aborde dans les 15 minutes qui doivent me rester. D'abord, en effet, revenir sur cette question de cœur métropolitain. Qu'en est-il et comment on peut éclaircir cette notion? Et puis, deuxième point, c'est proposer, et c'est plutôt effectivement en guise d'introduction aussi de ce cycle, une relecture de 25 dernières années nantaises, du point de vue de la fabrique urbaine nantaise, mais peut-être plus spécifiquement de ce qui a lié la Loire aux projets urbains qui l'ont côtoyé. Vous voyez, ça commence d'une manière très textuelle, vous verrez dans les dernières images, ce sera moins le cas. J'ai pas mal travaillé sur la question de la centralité urbaine pour vous proposer peut-être quelques points d'accroche, quelques points qu'on oublie parfois quand il s'agit de centralité. Le premier point, c'est que finalement, un centre, c'est tout sauf figé. Un centre se déplace au gré des rapports de force, au gré des dynamiques urbaines qui affectent un territoire. Et il n'est pas à restreindre à ce qu'on pourrait appeler la centralité sédimentée des vieux centres historiques, qui ne donnent d'ailleurs souvent qu'une illusion de permanence. Et donc ça, ce serait la première idée que je voudrais vous soumettre. L'autre idée, elle peut paraître commune maintenant, mais c'est bien d'y insister un petit peu, c'est que les métropoles sont de plus en plus polycentriques, c'est vrai, et en même temps, on s'aperçoit particulièrement en Europe, en France, qu'elles restent marquées par une conception, je dirais, hiérarchisée, qui donne toujours la primauté à ce qu'on pourrait appeler une centralité symbolique. Et évidemment, les centres ne sont pas tous équivalents dans l'imaginaire. S'il fallait trouver un équivalent sur Nantes, évidemment la place du commerce n'est pas Beaulieu-Rive-Gauche, qui n'est pas Atlantis, qui n'est pas le bourg d'Orvaux. Et pourtant, on pourrait qualifier tous ces espaces de centralité à différentes échelles. C'est d'ailleurs intéressant de pointer que dans cette métropole, à Nantes, nous avons beaucoup de centres-bourgs ou de bourgs-centres, y compris pour des territoires qui peuvent atteindre 20 000, 30 000, voire 40 000 habitants. Troisième point, c'est une suggestion de peut-être différencier 2 dimensions de la centralité, qui ne se recouvrent pas nécessairement et qui ne renvoient pas aux mêmes espaces. La première, c'est des termes qui peuvent paraître un peu barbares, mais je vais essayer juste de donner un exemple. La centralité d'attraction, c'est souvent ce qu'on loge du côté de ce qui fonctionne au stimulus de l'exposition des marchandises, et on pense surtout ici à la question des centralités commerciales. Et elle n'est pas nécessairement du même ordre qu'une centralité d'organisation, qui va plutôt être liée à des enjeux et à des fonctions de régulation et d'ordonnancement. Pour vous donner un exemple de l'histoire urbaine, au XIXe siècle, on peut dire que le triptyque hôtel de ville, gare, boulevard est une sorte de matrice qui va construire beaucoup les villes et qui est quand même très liée à l'idée qu'il y a un pouvoir d'ordonnancement des villes et qui renvoie à ce qu'on peut appeler ici une centralité d'organisation. Et comme je vous le disais, finalement, ces 2 centralités ne sont pas nécessairement conjointes dans le même espace. Si on retire carrément plus loin, eh bien on peut dire que dans la Grèce ancienne, l'agora n'est pas le port du Pirée. Ce ne sont pas les mêmes espaces. Et aujourd'hui, on pourrait évidemment dire, et je prends toujours cet exemple pas très loin, que l'hôtel de ville de Saint-Herblain n'est pas Atlantis non plus. Dans cette perspective, je l'évoque parce que je sais bien que c'est un des enjeux importants derrière, c'est qu'en est-il d'une conception de la future place de la Petite Hollande, étant entendu qu'elle est aussi à impliquer avec l'ex-futur CHU, une fois qu'il aura déménagé. Dernier point, un peu général, c'est que finalement, quand on va sur cette notion de centralité métropolitaine, on peut s'apercevoir que si on regarde les contenus plutôt de ce que l'on met derrière ce terme, on a une bonne coupe, si vous voulez, un bon reflet, comme je mets ici, des valeurs urbaines du moment.
Et là, si on croise un certain nombre de projets qui ont un air de famille, on retrouve ces points que je vous ai listés d'une manière un peu télégraphique ici, et qu'on va retrouver dans beaucoup de projets. Alors, ces éléments, je les liste également. La conservation et la mise en valeur des traces industrielles. La possibilité de qualifier un site qui s'appuie beaucoup, souvent, sur une mémoire du travail noble, du travail ouvrier. Et là, bien sûr, on va retrouver des anciens chantiers navals, suivez mon regard, j'ai envie de dire, mais aussi l'architecture industrielle. Et si on a Nantes en arrière-plan, on peut aussi tout autant avoir Lyon et Bordeaux dans le même esprit. Autre point, cette disposition, c'est mon deuxième point si vous me suivez, une disposition en rapport avec l'eau en mouvement. Alors pourquoi en rapport avec l'eau en mouvement? C'est pour distinguer ce qu'on a pu voir assez nettement depuis les années 90 de ce qui précédait, à savoir les technopoles qui parfois créaient des plans d'eau ex nihilo et qui renvoyaient un rapport entre l'urbain et la nature, entre guillemets, très différent. Alors là, l'idée d'être en rapport avec l'eau en mouvement, c'est bénéficier des cours d'eau existants. Et là, je n'insiste pas pour dire que les fleuves et rivières vont largement mettre en relation avec des ailleurs, mais aussi des villes maritimes qui vont profiter d'une reconquête de rivage. Je pense à Marseille, bien entendu, ici. Alors d'autres points qu'on a vu beaucoup depuis 15 ans, c'est à quel point le registre culturel était devenu un attracteur finalement et un constituant de la centralité. Je le mets ici plus ou moins associé au ludique, c'est vrai. Cette dimension, elle n'est pas systématique, mais en même temps, on peut la lire, et ça, on va la lire plutôt d'un côté critique, comme une sorte de montée en puissance de la ville comme vaste espace de divertissement. Là encore, je renvoie à des débats qui ont pu, je dirais, caractériser la place nantaise depuis quelques années. Autre point, c'est vrai que c'est concomitant depuis 20 ans d'un changement dans les intervenants qui travaillent sur les projets urbains, et notamment le développement des métiers du paysagement, je dirais ici, mais aussi de la mise en scène et de la communication. Et ça c'est un signe aussi, notamment l'appel aux paysagistes, qui mieux que d'autres seraient en mesure de révéler des ambiances, souligner des atmosphères. Ces termes, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais en tout cas je crois qu'ils ont une place importante et aussi un rapport à la nature qui est parfois fantasmé. Je dirais même, s'il fallait faire écho à l'actualité nantaise, que finalement pour certains projets ou pour la ville, on n'a jamais parlé autant de vaches et de moutons. Je renvoie à l'actualité d'Ouest France de ce jour. Voilà, donc ça, ce sont des caractéristiques de ce qui constituerait des centralités métropolitaines aujourd'hui. Et on voit bien sûr que Nantes s'inscrit dans ce mouvement depuis 15-20 ans, surtout manifesté sur le territoire insulaire de l'île de Nantes, mais pas seulement. Alors, concernant l'histoire contemporaine du rapport ville-fleuve, et pour être plus proche je dirais de la place nantaise, quelques points que je suggérerais de retenir très rapidement. D'abord, ne pas oublier que qui a surtout marqué le rapport ville-fleuve, ce sont finalement des moments d'occultation ou d'occlusion presque totale, jusque le début des années 1980. Si on avait le temps d'entrer dans des documents comme cette carte issue du livre blanc de l'agglomération nantaise de 1970 et du schéma directeur d'aménagement et de l'aire métropolitaine, on rentrerait dans la légende en voyant qu'il est question d'équipements, de voiries d'importance plus ou moins forte, et que la Loire dans cet ensemble, elle est, je dirais, quasi inexistante. Alors, on peut se rapprocher des échelles de projet et puis quand même rappeler des éléments comme ces plaquettes que proposait la Société d'équipement de Loire-Atlantique et qui projetaient un moment qui était celui justement de Beaulieu-Île-de-Nantes. On peut bien sûr du coup loger en 72 la première occurrence d'ailleurs de ce Beaulieu-Île-de-Nantes. Et puis on voit ici, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, on est dans les années 1970, globalement sur la mise en avant d'une ville blanche, de lumière, qui éclipse le reste de la ville, et notamment cette ville industrielle que la partie aval de la Prairie au Duc représente ici, mais dans l'ombre cachée, et puis une Loire qui est non pas inexistante, mais en tout cas c'est quand même la période, et on peut le rappeler aussi, où on édifie la ZUP puis ZAC Beaulieu-Malakoff, et le périmètre, eh bien, il passe au-dessus de la Loire allègrement, comme si elle n'existait pas.
Bon, voilà, première étape, si on veut, même si je vais bien sûr vite. Et puis, c'est quand même toujours passionnant de plonger dans ce moment où vous avez en haut à gauche une carte postale du deuxième centre commercial de l'agglomération, Beaulieu. Et c'est vraiment une période, d'autres bien sûr l'ont écrit, moderne, routière, orientée vers des objets. Et ces objets ont souvent une vie intérieure d'ailleurs, hein, comme des centres commerciaux. Et la vision de ce qu'était la partie Beaulieu de Lille dans les années 1950 qu'on a en bas à droite, eh bien c'est une vision de dire qu'il n'y a rien. Et c'est l'idéal pour un Remblai et pour édifier la Villeneuve qu'on voyait tout à l'heure. Villeneuve qui s'intitulait Centre bis, quasi ville nouvelle pour Nantes. Il me semble qu'on passe à une autre étape au début des années 1990, et on peut dire une décennie de préfiguration et d'apprêtement d'un retour de la ville vers son fleuve. Ce qu'on peut retenir, et il y en aurait d'autres, hein, des documents, mais c'est certainement cette étude qui a été confiée à Dominique Perrault et François Gretter, j'ai oublié de le mettre ici, où en gros 1992, la commande est plutôt de réfléchir à l'avenir d'un territoire qui, 5 ans avant, voyait la fermeture des chantiers du Bijon. On pourrait revenir un peu sur ces visuels, mais en tout cas, ils ont quelque chose d'intéressant, notamment dans l'idée de préfigurer, voir à long terme, voir dans la globalité l'île, et ça c'est assez nouveau. Et puis, je déroule rapidement, parce que c'est une mise en contexte. Les années 90, c'est toutes celles dans lesquelles, en parallèle, on s'aperçoit que, vue d'avion, alors là, c'est pas tout à fait une vue d'avion, mais on pourrait imaginer qu'on est en avion, eh bien oui, l'île de Nantes, elle n'est pas loin d'être au centre de l'agglomération. Et en même temps, quand on relit l'urbanisation des 2-3 décennies qui précèdent, eh bien on voit des équipements qui ont filé le long de l'Erdre et une structuration qui a eu peu à voir avec ce qui s'est joué autour de la Loire depuis la fin des années 1990. Il me reste encore 5 minutes ? J'ai pas vérifié. Bon, très bien, ok. Alors, je déroule toujours cette idée. Alors, j'ai remis des photos, je me suis replongé dans énormément de photos qu'on a pu prendre de la transformation du territoire insulaire. Et finalement, ce qui se joue avec Chemetov au début des années 2000, mais pas seulement lui, c'est cette idée de dessiner des berges, édifier de nouveaux belvédères, comme je le mets ici. On a la construction du quai François Mitterrand qui est à l'œuvre sur ces photos ici. On devine encore des éléments emblématiques de ce secteur. Hein. On devine le bal à papa encore ouvert à cette époque-là. Et puis cette fonction de souligner le rapport à la Loire, encadrer la pile de l'ex-pont transborder dont on parle tant, et puis en même temps urbaniser et travailler sur les espaces publics du territoire insulaire, et on peut avoir toute une collection d'assises aussi qui sont intéressantes à interroger quand on s'intéresse au ras des pâquerettes. Alors c'est une période aussi où il est vraiment question d'un urbanisme de révélation, je le disais tout à l'heure, quitte même à avoir des publications qui y vont fort. C'est-à-dire, je pense à ce livre qui paraît tout début des années 2000, issu d'un atelier projet urbain piloté par Ayala Mazmouji, et le livre s'appelle « La Loire dessine le projet ». Alors là, la magie est totale, c'est-à-dire que c'est la Loire qui dessine le projet, quitte à ne plus penser qu'il y a peut-être bien quand même des acteurs qui font quelque chose et que ce n'est pas la Loire qui, par magie, transforme les territoires. J'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure ou dans les questions. Et puis, je dirais que c'est aussi une période où on commence à s'interroger sur précisément une des caractéristiques, je vais y revenir tout de suite, de cette centralité nantaise qui est tantôt déclamée, tantôt un peu illisible, et dont on voit bien qu'elle est constituée de pôles qui n'ont pas la même tonalité. Un exemple parmi d'autres, justement, de réflexion sur différents sous-secteurs qu'on peut trouver ici, et qui vont bien sûr résonner fortement avec ce qui se joue dans la période très contemporaine des dernières années. Je dirais que depuis les années 2010, eh bien, il y a évidemment cette réflexion, et puis elle va aussi agiter les autres interventions, j'en suis sûr. Et puis c'est aussi le fait que la grande échelle se toque davantage à la porte, je dirais, et sur le registre du projet notamment. Alors c'est l'idée d'une nouvelle phase de coopération entre Nantes et Saint-Nazaire, c'est l'idée bien sûr du schéma de cohérence territoriale qui va se jouer à cette échelle.
Bon, ici, les diapos sont un peu petites, mais c'est l'enjeu justement d'arriver à lancer des appels d'offres projets, pour le coup, sur le rapport à l'eau et qui ont été pilotés par le pôle métropolitain récemment. Et puis, je dirais aussi, dans le même sens, et on pourrait considérer que ce débat en fait partie, il s'agit d'inviter plus largement des urbanistes amateurs conviés à s'exprimer, et plus largement encore. Alors, je le disais tout à l'heure à propos de ce visuel qu'on peut reprendre, c'est que finalement, cette centralité nantaise, elle est présente absente, si loin, si proche. Il y a 40 ans, je vous disais, en gros, c'était le projet de Ville-bis, de centre secondaire sur l'île Beaulieu, qui retenait l'attention et puis qui a donné ce que l'on peut connaître, arpenter, visiter aujourd'hui. Et puis, véritablement un temps d'éclipse, avec une sorte de ville technologique qui s'égrène le long de l'Erdre plutôt. C'est la technopole multisite, elle s'appelle Atlampol encore aujourd'hui. Et depuis 20 ans, disons, hein, la question du centre est régulièrement mise en avant. Évidemment, en 1989-90, le cours des 50 otages est transformé, et l'un des arguments, c'est quand même le concours Nouvelle Centralité. Et ce concours Nouvelle Centralité ne repose plus sur l'idée de créer du centre à partir de rien, sur des prairies remblayées, mais bien de recoudre la ville entre deux centres qui sont ces deux parties du centre historique que l'on voit ici comme les deux poumons en haut à gauche. Et donc voilà, c'est ce moment-là de vouloir recoudre les centres historiques. Juste dans la foulée, arrimer le quartier Madeleine-Champ-de-Mars au centre, sachant qu'il est dans une situation de faubourg, mais péri-centrale, clairement. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, l'île de Nantes, qui apparaît de plus en plus comme au centre de l'agglomération si on prend un peu des hauteurs, et dont l'enjeu, et qui va être traité pendant 10 ans par l'équipe d'Alexandre Chemetov et d'autres, va être de passer de cette vue d'avion à une vue plus tangible, quelque chose de plus manifeste. Alors, les débats sont réguliers et ils ne sont pas récents sur cette question de comment appréhender cette transformation du centre de Nantes. Alors, ce qui revient souvent, c'est le dédoublement, la complémentarité, la concurrence, et je dirais que les principaux acteurs de cette mise au débat sont plutôt des acteurs, des commerçants en fait. Ils ne sont pas les seuls évidemment, mais qui renvoient à des questions notamment de concurrence entre les deux pôles, du hangar à bananes et puis du centre-ville. L'autre élément qui est souvent mis en avant, c'est cette question de la distance, finalement, le franchissement du pont pour arriver sur l'île, c'est là encore si loin, si proche. C'est tout près, et en même temps, et on le voit bien à beaucoup de moments dans la semaine, par exemple, que les ambiances ne sont pas tout à fait les mêmes entre les deux espaces. Alors Chemetov insistait sur l'enjeu de révéler la position de l'île, de lui conférer une position panoramique. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il disait que c'était intéressant, depuis ce lieu, de voir tantôt la Cité radieuse, de voir le pont de Cheviré, de voir la cathédrale, etc., et d'autres marqueurs de la métropole. Depuis 2010, la nouvelle équipe, et notamment Marcel Smets, qui viendra un moment causer avec vous, propose une sorte de néologisme qui est le métacentre. Alors selon lui, il ne s'agit pas d'un décalque du premier, mais d'une extension privilégiée du centre historique, plutôt d'ailleurs autour du quai François Mitterrand et de ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier de la création, très différent d'une logique que lui a pensée dans un premier temps en tout cas de Finistère. C'est le terme qu'il emploie pour parler du bout de l'île en fait. Et c'est là qu'on voit justement que ce métacentre ne concerne pas l'ensemble du territoire de l'île de Nantes. En parallèle, et ce sera évidemment un enjeu, et puis on en parlera peut-être ici, c'est l'idée de confier au même acteur en l'occurrence une étude sur la mise en cohérence des deux rives et où on voit se déplacer progressivement l'enjeu de l'île de Nantes vers des territoires qui sont les territoires dont il sera aussi question tout à l'heure et qui amènent de Rezé à quasiment au bas de Saint-Herblain. Pour terminer ce temps, j'avais eu des règles et des consignes très strictes sur le 20 minutes. Alors je pense que je ne suis pas trop loin de la consigne. Quelques questions peut-être. Et puis peut-être que j'en avais aussi noté quelques-unes, mais si ça se trouve, les questions que je renvoie ne sont pas nécessairement celles auxquelles j'ai pensé il y a 2 jours. Si la Loire est pensée comme composant, comme armature de la centralité métropolitaine, c'est peut-être une des hypothèses du cycle ici. Alors comment qualifier les activités qui la concernent, et puis comment peut-elle toujours représenter un horizon d'attente? Ça, je crois que c'est quelque chose d'important pour un fleuve comme la Loire. Et on pourrait dire finalement quel fleuve oriente quelle ville.
C'est une question, à mon avis, qui sera abordée avec de prochains intervenants. Je me suis souvenu, et moi je voulais les porter aussi au débat, parce que en fait, je comprends bien qu'il s'agit de le nourrir le plus possible, de 2 films documentaires très intéressants que je vous invite à voir ou revoir, qu'avait réalisé Pierre-François Lebrun. L'un qui s'appelle La ville, le fleuve et l'architecte, et puis qui documente le marché de définition de 1999-2000, au moment où Chemetov va arriver. Et puis l'autre, il est fait 10 ans plus tard, et il fait retour sur le travail de cette équipe. Le film s'appelle Entre deux eaux, et à nouveau, je pense que les deux sont du grain à moudre pour les enjeux de ce débat. Enfin, mais ça, je crois que ça a pu être mentionné, il me semble que l'avant-dernier numéro de Place Publique, qui interrogeait cette Loire au cœur, c'était le titre du dossier, était aussi pour nous, puisqu'il se trouve que je suis dans le comité de rédaction de cette revue, une manière de revisiter comment, depuis 7 ou 8 ans, la Loire s'est invitée dans le débat et de quelle manière. Première question, c'est pour revenir un moment sur cette question de la centralité métropolitaine. Votre exposé nous a démontré que c'était une chose nettement plus compliquée que simplement un espace géographique. Voilà. Mais j'invite tout le monde, si ce n'est pas encore fait, à aller jeter un petit coup d'œil sur le document socle, où quelque part on a le sentiment que finalement il y aurait comme une sorte de translation d'un périmètre géographique de l'ancienne centralité qui irait, par quel mécanisme, ça c'est à expliquer, plutôt qui descendrait vers le sud, vers l'île de Nantes, quoi. Mais là, vous nous avez donné à voir la complexité de la notion de centralité. Et un complément à cette question, peut-être pour revenir sur certains points que vous avez déjà évoqués plus en détail, au fond, est-ce que la centralité métropolitaine n'est qu'une centralité nantaise ? Alors, c'est vrai que y compris d'après les documents que j'ai pu revisiter pour introduire cette séquence, c'est assez clair que le point de départ est toujours nantais et parfois même vient de cette centralité primatiale du vieux centre historique, comme je le disais tout à l'heure. En même temps, par exemple, le marché de définition dont on a reparlé tout à l'heure, il est lancé par la ville de Nantes, puis ensuite il va être orchestré par les tout débuts de la communauté urbaine de Nantes, 2001, ça fait quand même pas très longtemps, et des débats d'ailleurs qui sont plutôt ceux du début des années 2000, ils vont concerner cette question du rapport entre les 22, 24 communes de l'agglomération et la ville-centre sur la nature métropolitaine des objets que l'on va mettre sur l'île. Je pense à l'éléphant, par exemple, où la question, à un moment donné, c'était de se dire, bon, mais est-ce que c'est l'éléphant de la ville de Nantes ? En quoi il nous concerne ? Et je pense même qu'il y avait des élus de l'agglomération qui voulaient leur éléphant aussi, d'une certaine manière, du coup, questionnant ce degré d'intégration que représente la notion de centralité métropolitaine. Donc tout de même, c'est clair qu'elle vient de cette ville-centre, clairement. Et en même temps, derrière, on voit que de plus en plus, la réflexion, elle va porter sur les fonctions supérieures, comme on les appelle parfois, et qui concernent là un territoire qui est beaucoup plus vaste, de fait, même s'il en sera probablement question à d'autres moments. Tout le débat qui a présidé à la délocalisation ou relocalisation du CHU renvoyait beaucoup à cette question de qu'est-ce que ça signifie de mettre un CHU dans cette localisation et en quoi cette capacité d'équipement qui rayonne, elle est judicieuse dans un territoire comme le territoire insulaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, oui, ça vient de Nantes. Et en même temps, il y a quand même progressivement cette idée que ça va de plus en plus concerner d'autres territoires. On le verra sur la question de la ZAC des îles, on peut le voir sur le Bas-Chantenay, on peut voir la ville de Saint-Herblain qui s'interroge fortement sur l'idée de la poursuite du cours Hermelande, qui bute encore, je dirais, au sud et qui ne va pas tout à fait jusqu'à la Loire. Donc le rapport de Saint-Herblain à la Loire me paraît tout aussi intéressant. En même temps, dans ce cas-là, on est en train de parler de quelque chose qui déborde du centre, et c'est vrai qu'à force de vouloir étendre la notion de centralité, à un moment donné, on peut la perdre, parce que clairement, la plupart, je le disais tout à l'heure sur l'imaginaire, mais le centre, il est plutôt délimité. Et déjà, on voit dans les schémas qui essaient d'identifier différents pôles, qu'entre les ambiances de la cité administrative et tertiaire autour de Nantes Métropole, la cité des Congrès, Euro-Nantes, cet ensemble-là, avec Marcel Sopin un peu au milieu, renvoie
si c'est de la centralité, renvoie une centralité assez différente de ce qui va se jouer entre le centre ripolliné des places refaites du centre historique, ou encore même du quai de la Fosse et de ses prolongements vers le Bas-Chantenay. Donc la proposition de ce maître, c'est intéressante parce que la notion de métacentre, elle bouscule un peu notre imaginaire de la centralité, et en même temps, pour bien des gens, il me semble encore aujourd'hui, il paraîtrait très incongru de parler de qualité de centralité dans des territoires qui sont vus comme autres, justement. Autre question, est-ce qu'il existe en France des villes qui possèdent autant de territoires en bord d'un fleuve en mutation? On va visiter sur ce thème 4, 5 grands secteurs, centre-ville, Rosé tout à l'heure, le Bas-Chantenay, Malakoff, Île de Nantes. Est-ce qu'on a des exemples de villes en France ou européennes qui ont 200 hectares en mutation ou en cours de mutation? C'est vrai qu'on a... Alors cet argument, il était présent il y a une quinzaine d'années au départ du lancement de l'île de Nantes. 350 hectares à réurbaniser au cœur de l'agglomération. Bon, c'était un peu certainement exagéré, mais en tout cas, on retrouve finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que le moment île de Nantes, je ne dirais pas qu'il est passé, mais on sent bien que les enjeux sont en train d'arriver ailleurs, c'est la redécouverte finalement qu'en effet, on peut estimer à environ 200 hectares, en situation, j'allais dire péricentrale, des promesses d'urbanisation, alors dont les formes seront interrogées, mais je crois qu'on y reviendra aussi tout de suite après. Les autres villes qui ont été concernées, alors avec des surfaces équivalentes en France, alors bien sûr j'ai parlé du projet Bordeaux, les deux rives, Lyon-Confluence a été beaucoup documenté sur des temporalités qui sont assez proches d'ailleurs hein, à ce moment-là. Et ça concerne, je dirais, l'échelle un peu supérieure. Dans une échelle qui serait peut-être un peu inférieure, on peut documenter aujourd'hui, et puis des journalistes l'avaient fait d'ailleurs, hein, la situation de Rouen, ou encore ce qui se joue à Angers, avec des surfaces qui ne sont peut-être pas de cet ordre-là. Donc en effet, autant j'ai insisté sur des points communs de plusieurs projets de reconquête de l'eau ou de reconquête de fleuves, autant en termes d'importance de territoire, en France en tout cas, c'est probablement une situation, je ne sais pas si elle est unique, il faut toujours se méfier du raisonnement qui voit de l'unicité ou de la singularité. En tout cas, elle est assez spécifique. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être regarder finalement dans des territoires autres. Hein. Alors je sais pas, je pense à Bruxelles, je pense à Copenhague aujourd'hui dans leur travail de reconquête du rapport à l'eau pour trouver des situations qui seraient un petit peu analogues. Vous verrez, ou certains de vous l'ont déjà peut-être suivi, un élément que je trouve intéressant dans le rapport aussi bien à Nantes, ville européenne et d'autres éléments, c'est cette question de la visite très récente de Londoniens qui sont venus visiter le projet de l'île de Nantes. Alors c'est intéressant parce que Londres a pu représenter une sorte de contre-exemple à un moment donné avec le waterfront d'une époque assez calamiteux en effet en partie. Et puis désormais on a il y a quelque temps une visite d'une délégation londonienne qui vient voir ce qui s'est fait sur le projet de l'île de Nantes et qui se dit tout compte fait pour une partie de notre redéveloppement qui est encore assez important. Il y a aussi pas mal de surfaces à réurbaniser pas très loin du centre. Eh bien, on va les regarder à une autre échelle. Évidemment, Nantes peut mettre en avant un tel enjeu que Londres vienne visiter Nantes. Là, bon, mais au-delà de ce clin d'œil sur ce que c'est que de monter dans l'échelle européenne, je crois que c'est quand même intéressant de voir que se joue parfois un mouvement inverse de savoir comment s'est fait la réurbanisation de ce territoire de l'île de Nantes, en particulier avec la Samoa. C'est en prolongement de ma question et pour développer vos propos, un petit zoom quand même sur l'île de Nantes. C'est vraiment un projet spécifique au regard de tout ce qu'on peut étudier en France, où on est dans un modèle de développement classique, connu et reconnu. Bon, il a été, de fait, il est quand même assez singulier dans la première décennie des années 2000. Alors, de quel point de vue ? D'une part, c'est vrai, par l'ampleur du travail qui a été mené, par la spécificité de ce travail de révélation et de suburbanisme qu'a pu faire Chemetov et son équipe, mais aussi ce qui a été quand même intéressant à suivre pour nous et toute une équipe où on a essayé de regarder ça de près, ça a été de voir comment s'est jouée cette production de la ville dans un contexte de décision de création d'un outil dédié, ad hoc, hein, la Samoa, avec des gens qui ont marqué d'ailleurs une époque. Hein, j'ai parlé de Chemetov, évidemment, parler de Laurent Terry, qui a été directeur de la Samoa jusqu'à assez récemment, et de voir quelles options ont été celles retenues par
le niveau de l'agglomération en tout cas, pour produire de la ville assez rapidement à partir de l'espace public, et d'abord en essayant de revaloriser en fait, un territoire, en redonnant envie à des acteurs variés d'ailleurs, publics, privés, etc. Et puis ce qui est toujours intéressant, je pense, à remettre en perspective, c'est de voir que si ce projet peut être considéré à plusieurs égards comme une réussite, c'est qu'il a réussi sur un temps assez long. Moi, je pense qu'on est quasiment dans les 20 ans, si on part de 1992 et de ce plan de Perrot et Gruyter, c'est qu'il a réussi avec une certaine stabilité technico-politique, et ça compte. Il a réussi à se redonner du souffle et à suivre aussi alors on pourrait dire les différentes modes si on est critique, mais pas seulement, c'est-à-dire que les différentes tendances qui font que ce qui s'énonce à un moment donné comme un projet qui lie l'insularité et la centralité se développe un petit peu 4 ou 5 ans plus tard sous les allures d'un écoquartier, mais c'est comme ça qu'on en parle à un moment donné, jusqu'à ce que le vocable soit un peu questionné, parce que pourquoi un écoquartier là et pourquoi pas ailleurs, et c'était Jean-Marc Ayrault qui l'avait questionné notamment, ce vocable, et puis de lui redonner du moteur avec un quartier de la création. Alors là pour le coup, on n'est plus dans le spécifique, globalement toutes les agglomérations sont parties dans le creative shift, comme elles aiment le dire, alors avec des formes différentes de quartier de la création, mais du coup, c'est encore cette idée que le projet se continue, mais il a besoin de nouveaux moteurs à certains moments, et probablement que dans 5 ou 10 ans, on sera passé encore à une autre incarnation de ce que c'est qu'une centralité métropolitaine qui se doit d'abriter des industries créatives, etc., etc. La dernière question. Vous avez contribué et dirigé un ouvrage qui s'appelait Nantes, petite et grande fabrique urbaine. C'était en 2009. Le temps est passé depuis. Quel est votre regard aujourd'hui sur la consultation qui se tient du point de vue, y compris de la gouvernance urbaine et de la fabrique urbaine nantaise? Est-ce qu'il y a une nouvelle étape de la démocratie participative à la nantaise, ou de la fabrique urbaine à la nantaise? Bon, alors, c'est quand même une petite question qu'il faudrait régler en 2 minutes. Le premier point, le livre qu'on sort, il sort en 2009, et en gros, il résume des observations qu'on mène jusque le mandat qui commence en 2008. Donc bon, voilà, ça c'est pour cibler ce temps-là. Et depuis, qu'est-ce qu'on observe et comment évolue cette fabrique nantaise? Alors je ne dirais pas nécessairement à la nantaise, parce qu'on retomberait dans les travers de ce qui serait très spécifique à Nantes. Qu'est-ce qui change, et notamment du point de vue de la mobilisation dans le cadre de débats. Il me semble que peu de temps après 2008, et disons 2010, ça devient très clair, il y a l'enjeu de... En gros, Nantes est quand même une des villes en France où il se passe le plus de choses. Il y a beaucoup de projets. Et en même temps, on voit non pas cette inquiétude, mais en tout cas ce questionnement sur... il y a peut-être beaucoup de projets, mais quel est donc le projet de territoire? Quel est donc le projet de territoire pour l'agglomération, qui est peut-être un peu moins lisible à ce moment-là, pour X raisons, on n'a pas le temps de rentrer, à mon avis, dans les détails. Et c'est le moment, justement, où le choix qui est fait, c'est un choix qu'on peut apparenter à celui qui va être fait dans le grand débat ici, à savoir lancer une démarche de prospective participative qui s'est appelée Ma ville demain, Nantes 2030, unanimité des 24 maires de l'agglomération à ce moment-là, pour essayer de rouvrir l'horizon de ce que serait donc le projet de territoire avec les citoyens. Alors il se trouve que du côté de la recherche, c'est une démarche que j'ai plutôt essayé de regarder de près, comment elle s'est déployée. Et depuis 2014, le changement, alors à la fois pas de changement politique majeur, un changement de personne bien entendu, mais en même temps une certaine continuité. L'idée peut-être qui est de chercher à mieux arrimer cette démarche qui était intéressante, prolifique, mais en même temps dont on ne savait pas bien comment elle allait atterrir concrètement. Cette idée de relier le débat participatif à des objets plus concrets. Et moi, c'est comme ça que je lis en tout cas cet enjeu d'une part de revenir sur, en l'occurrence, la Loire, mais on peut imaginer qu'il y aura d'autres objets de débat, et puis en même temps de continuer à vouloir mettre en avant des démarches qui sont plutôt bottom-up, on pourrait dire, de tabler sur la dissémination, et je pense qu'une des constantes, certainement, c'est toujours plutôt une défiance, et c'est intéressant, je pense, cette défiance par rapport au grand équipement ou au grand geste.
Alors on verra ce qu'il advient de propositions qui peuvent être même faites dans le cadre du débat sur la Loire. Mais en tout cas, depuis 20-25 ans, il n'y a pas eu de Guggenheim, il n'y a pas eu d'éléments de ce genre. Et puis, il me semble que c'est intéressant, il y a quelque chose comme une marque nantaise dans cette idée de ne pas aller vers le démonstratif ou le magistral. Et je dirais qu'autre chose que j'avais en tête tout à l'heure sur cette question d'une caractéristique de la centralité nantaise, c'est peut-être aussi d'être une ville qui est moins codifiée, moins patrimonialisée que beaucoup d'autres en France, que ce soit, je pense, Toulouse, Bordeaux ou Lyon, par exemple. Et il me semble que ce qu'on pouvait lire comme une critique tout à l'heure, difficulté de lire, où est le centre, plusieurs centres, etc., c'est peut-être aussi un intérêt d'avoir une relative ouverture des possibles, aussi bien sur les formes urbaines à venir, et ça ce serait intéressant de voir sur les différentes ZAC, zones d'aménagement concerté, comment ça va se déployer, quelles seront leurs gouvernances, et c'est une question que posait, il me semble, d'ailleurs Marcel Smets récemment, enfin il y a un an peut-être bien, c'était justement cette question de la cohérence des deux rives, et qu'est-ce que ça veut dire la cohérence des deux rives? À quelle échelle on la joue? Est-ce que c'est en termes de gouvernance? Est-ce qu'il faudrait un grand urbaniste qui puisse traverser ces différents territoires? À la fois on peut être perplexe et en même temps on se dit c'est intéressant de coordonner les initiatives, bien sûr. On sait bien que quand on est dans la production de la ville, on ne fait pas sortir toutes les ZAC en même temps et on n'urbanise pas au même moment, on ne fait pas sortir les programmes au même moment. Et là on rejoindrait les enjeux des promoteurs et de leur temporalité. Et en même temps se joue certainement la question d'un rapport ville-fleuve qui est peut-être d'un autre ordre que ceux qu'on a connus en fait, dans les différentes étapes récentes du rapport entre la Loire et la ville. Je réponds que très partiellement à cette vaste question.